c'était laborieux. Je me suis fait voler mes chaussures. Là. Les millions sont tombés comme ça. Bah oui, bien évidemment. Pire truc qui t'est arrivé en voyage. Bah c'est en Inde, c'est sûr. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 5e épisode de notre série Time Crunch dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Louis Jalabert, cofondateur de la marque Atelier Jalabert. Le principe, vous commencez à le connaître, il est très simple. On a une horloge pour enfants. Première partie, c'est moi qui ai le plaisir de la démonter. Tu te démerdes pour suivre et savoir où va quoi. Ok. Et en deuxième partie, ça va être à toi de devoir remonter cette horloge en étant chronométré et en répondant à des questions de culture horlogère. Et en amont, bien sûr, tu devras nous donner un peu une idée de temps en disant ok, 5, 3, 4, 10, 12, 20 minutes. Et tu seras bien sûr chronométré. C'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi. Je suis hyper monotâche, donc on va voir ce que ça donne. Mais... T'inquiète pas. Il y a eu d'autres avant, c'était un peu plus laborieux. On verra bien. Très bien. Tu as cofondé Atelier Jalabert. Oui. Est-ce que tu peux réexpliquer aux gens le concept et aussi quand est-ce que ça a été créé? Donc nous, on a créé Atelier Jalabert en 2019. Okay. Et on est deux passionnés d'automobile et d'horlogerie et on voulait allier justement ces deux univers au sein même du produit, au sein même de la montre, avec la matière d'automobile de légende. Okay. Donc concrètement, on vient prendre des pièces d'automobile, en l'occurrence ce sont des capots qui sont en aluminium et on vient les transformer pour en faire tous nos cadrans. Et c'est pour ça que tous nos cadrans sont uniques et vont avoir une patine bien particulière. 2019, 2025. Est-ce que sur ces 6 ans, ça a été un long fleuve tranquille? Bah oui, bien évidemment. Les millions sont tombés comme ça. Exactement. Et surtout qu'on a commencé en plein Covid, donc tout était facile et fluide. Non, c'est une blague, évidemment. On a commencé juste avant le Covid. Okay. Donc en fait, concrètement, nos premiers prototypes, ça avait bien fonctionné. On avait réussi à aller au bout du prototypage. Et en fait, au moment où on voulait commencer à produire, alors là, c'était chaotique puisque c'était vraiment la première vague du Covid. Ouais. Donc ça, c'était un bon challenge. Ça nous a appris d'entrer à gérer les clients, l'attente, etc. Et puis le suivi. Parce que vous aviez fait un Kickstarter. Ouais, exactement. Il y avait déjà un premier modèle de présenté. Ouais. C'était sur la Miura ou la DB? C'était sur la DB5, le tout premier, okay. Avec donc la voiture iconique de James Bond. Je me rappelle qu'on avait acheté la pièce de DB5, le capot, en Angleterre dans un garage qui était à côté de Londres. Et le propriétaire du garage nous avait dit, vous pouvez l'acheter, mais vous n'avez pas la certification que c'est un authentique. Et c'est des montants qui sont assez élevés, encore plus à l'époque et au tout début. Donc on était hyper stressés, mais en fait il nous a fait comprendre que soit on le prenait maintenant, soit il repassait un coup de fil et 1 heure plus tard le capot il était plus là. Okay. Donc on a pris le pari justement de l'acheter sans la certification et ensuite on l'a emmené chez Aston Martin en Angleterre et pour le faire authentifier. Parce qu'à à ce sujet-là, j'ai une petite question d'une personne que tu connais bien, qui est personne. Louis, on m'a demandé de te poser une certaine question. On m'a dit que tu étais obligé d'être 100% honnête. Alors moi, je vais revenir quelques années en arrière et je vais te parler d'un certain Michael qui vient de Londres et qui nous passe un coup de fil, qui nous dit qu'il a trouvé quelque chose pour nous. Et là, je veux en toute franchise, est-ce que tu as compris combien de pourcents de cette conversation, mis à part le « je l'ai trouvé ». Oui, exactement. En parlant de Michael, au moment où il a commencé à en parler, justement, le premier truc auquel dont je me suis souvenu, c'était le fait que c'était incompréhensible. Avec un accent anglais vraiment coupé au couteau. Coupé au couteau et c'était incompréhensible à part le fait que c'était un capot d'Aston Martin et qu'il était à vendre quoi. Ok. Aston Martin DB5. Ouais. Et du coup, vous avez dû aller en Angleterre pour voir le capot? Ouais, Simon est allé en Angleterre, il a vu le capot, on l'a acheté et ensuite on l'a envoyé chez Aston Martin. Okay. Et après on a eu toute cette authentification, donc avec un document. C'est assez intéressant, en fait, ils prennent les mesurations du cadre du capot, ils regardent la matière, comment il a été fait, etc. Et en fait, ils sont capables de dire si c'est si c'est un capot authentique et original. Voilà. Okay. Et du coup, c'était le cas, donc c'était gros soulagement, parce que si c'était une réplique, il fallait en retrouver un autre. Ouais, et puis surtout, c'était une belle dépense de réaliser, alors que... Exactement. J'aimerais revenir un petit peu sur les débuts d'Atelier Jalabert. Ouais. Parce que quand tu lances avec Simon, vous êtes encore en études. Ouais, on vient de finir, je crois. C'est 2019, donc on vient d'être
Non, je te dis une bêtise. Moi, C'est un an après un an après la fin de nos études. Moi, il m'a dit... Il y a 2 versions différentes. Il y a 2 versions. Battez-vous après. Que justement, début du Kickstarter, vous étiez encore en amphi. Non. Ah ouais? Ouais. Bon, tu verras avec lui. Ouais. Moi, il m'a dit... Non, quand on a commencé le projet Atelier Jalapert, donc toute l'idéation, le design, le process de design, etc., toute la construction était encore en études. Ok. Mais le Kickstarter, c'était un an plus tard. Parce qu'on a mis longtemps à le préparer, le Kickstarter. Ok. Ouais. Pourquoi qu'est-ce qui a fait que ça a pris du temps? Parce que on avait chacun des boulots à côté. Donc, Ok. il fallait faire nos jobs respectifs Ouais. et en même temps monter ce projet Atelier Jalapert. Donc, Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, toi? Bah là, ça y est, c'est parti en fait. Ouais. Ouais, parce que c'est le moment où on a tellement travaillé, ça a tellement été tu vois, avec 90%, 90% du digital, donc des sketchs, du design, des projections financières, du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Bon, évidemment, quand on a fait nos prototypes, ça devenait beaucoup plus concret. Ouais. Mais là, c'était vraiment on avait les fonds pour pouvoir commencer, quoi. Donc ça y est, c'était, ouais. On ne pouvait pas faire plus concret que ça, quoi. Vous avez les fonds. Du coup, c'est à ce moment-là où tu appelles tous tes fournisseurs en disant, let's go, on y va, quoi. Ouais. Et bim, Covid. Ouais. Et là, c'était compliqué. Ouais. Parce qu'on avait, en fait, nos prototypes, on les avait faits sur de l'aluminium classique. Ok. Pas sur de l'aluminium de DB5. Et c'est là où en fait c'est compliqué, c'est que toute la transformation, ouais exactement, puis c'est pas la même, même si c'est de l'aluminium, ça va être un peu différent. Il a une forme particulière évidemment, il est pas parfaitement plat, il est pas à la bonne épaisseur, et en fait il y a énormément d'étapes avant d'arriver du capot en entier à des cadrans qui ont une planéité parfaite. Ouais. Ensuite on venait faire des finitions au laser. Sur cet aluminium-là, donc qui dit laser dit chaleur, donc avec les tensions qu'on avait mis dans l'aluminium, elles se libéraient. Enfin, on a rencontré toute une panoplie de problèmes. Donc il y avait ça, plus le Covid. Donc c'était un peu chaud, mais bon, comme tout, on l'a fait étape par étape. Mais est-ce que maintenant, Atelier Jalapert, ça commence à être connu dans le monde de l'automobile et des voitures anciennes? Ouais, on fait souvent aussi des salons automobiles classiques, etc. Donc on commence à avoir une petite résonance dans ce milieu-là. Parce que du coup, on sait qu'il y a un certain Michael qui avait trouvé le capot. Il y a eu la Miura et maintenant la Jaguar Type E. Ouais. Comment tu les as trouvés aussi la deuxième pièce, c'est via une personne de ma famille qui a un garage automobile qui avait une restauration de Miura en cours. Okay. Et en fait, qui travaillait avec un carrossier qui s'appelle Rémi Leduc, qui est près du Mans. Okay. Qui avait justement toute cette restauration-là. Et donc, c'était une voiture qui avait brûlé. Il faut savoir que ces voitures-là, elles ont une petite maladie, c'est qu'elles peuvent prendre feu. En fait, le moteur, il est pas très bien fait dans le sens où l'alimentation est juste au-dessus de l'allumage. Donc, en fait, si ça fuit un peu et que l'essence glisse sur le moteur est sur la bougie, ça peut prendre feu. Donc voilà, il y avait toute une restauration de cette voiture-là et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre la main sur cette pièce. Ça, tu dois être trop content. Ah, c'est incroyable. Puis c'est incroyable parce que aussi, tu as le côté aller chercher la pièce, discuter avec le carrossier qui t'explique l'histoire de la voiture, comment elle a été, tu vois, comment ça s'est passé cet accident, comment lui il va restaurer toute la voiture, les pièces qui restent, comment on peut les utiliser, etc. Tu vois, j'ai le sourire quand j'en parle. Mais non, c'est ça qui est génial parce que c'est vrai que chaque projet que vous avez chez Atelier Jalapert, t'es dépendant d'une pièce. Ouais, concrètement. Ouais, du coup, tu peux dire demain on sort sur une Ferrari ou la Ferrari. Ouais. Il faut réussir à en choper une, quoi. Ouais. Mais maintenant, je touche du bois, mais je suis plutôt confiant sur trouver les pièces parce que là, la Miura, on avait commencé le projet avant d'avoir trouvé. En fait, tous. À chaque fois, on a commencé le projet avant d'avoir la pièce. Oui. Et à chaque fois, on a réussi à la trouver. Donc voilà. Et est-ce que tu lances plusieurs projets en même temps en disant on va voir qu'est-ce qui tombe en premier? Non, parce que le processus de design, il est tellement long. Tellement long et on va tellement dans les détails. Ouais, dans les détails, etc. que on pourrait, mais non, on fait un par un. Avant que tu te démerdes avec tout ça, je le vois déjà vite. Ouais. J'avais une autre question pour toi.
qui était, t'as fait une belle école de commerce, tu pouvais avoir justement un job un peu tranquille. Ouais. Comment tes parents ont accueilli le fait que voilà, tu lances ta marque, tu lances ta boîte surtout? Ouais, ils ont super bien pris. Bon, déjà, ils sont très. Enfin, ils m'apportent beaucoup de soutien en général. Mais en fait, à partir du moment où ils ont vu que c'était sérieux, on faisait les choses sérieusement, on s'y impliquait vraiment, on se donnait les moyens de réussir. Ouais. Eux, ils étaient, je pense, super contents de cette initiative. Et puis, ouais, ils m'ont soutenu tout du long et ils trouvaient ça super, quoi. Donc, ils ne sont pas trop posé la question sur. Enfin, ils m'ont jamais dit, ouais, t'es sûr de ce que tu fais, est-ce que c'est raisonnable, etc. Ils m'ont dit, fonce. Et puis, en plus, moi, je travaillais, tu vois, j'avais un boulot à côté. Après, je suis passé à mi-temps quand justement ça me demandait beaucoup de travail. Et après, je suis passé full-time sur Atelier Jalabert. Donc, ça s'est fait aussi de manière progressive, tu vois. Ok. Ouais. En combien de temps tu penses pouvoir la remonter? 45 secondes, 1 minute. Les yeux fermés? Je sais pas. Je sais pas. Ça dépend si tu me poses des questions en même temps. Ah bah bien sûr. Parce que si je suis focus sur l'objet sans rien faire, peut-être que ça ira. Enfin, c'est sûr que ça ira beaucoup plus vite. Mais si tu me poses des questions en même temps, je sais pas. 15 minutes. 15 minutes? On part sur 15 minutes. Non, mais ça se trouve, ouais, bon, on verra. Tu vas bien voir. T'es prêt? Ouais. C'est parti. J'ai une première question pour toi, qui est la suivante. Et qui est: quelle pièce emblématique d'une voiture Aston Martin DB5 retrouve-t-on dans les montres Atelier Jalabert? Un capot, monsieur. Voilà, une partie de carrosserie, c'est bien. En quelle année Aston Martin a-t-elle dévoilé la mythique DB5? 63. Exactement. Elle est devenue célèbre grâce à son apparition dans le film Goldfinger en 64 avec James Bond, qui est considéré comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps en nombre de titres du Grand Chelem. Je sais pas. Tu sais pas? Non, j'ai aucune idée. Toi qui es amoureux de tennis et tout? Ça me parle pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Vas-y. Bah, Rafael Nadal, évidemment. Non. Ah bon? C'est Novak Djokovic avec 24 titres et Nadal est à 22 titres. Ah ouais, Ouais. Ok. Quelle marque automobile est surnommée le cheval cabré? Ferrari. Bravo. Quel est le nombre de tournois de tennis qui se jouent sur gazon à Londres depuis... Non, quel est le nom du tournoi? Wimbledon. Exactement. Quelle complication horlogère indique la date exacte, même lorsque des mois de 28, 30 ou 31 jours et les années bissextiles? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'était laborieux. Quelle complication horlogère indique la date exacte, Quantième même lors perpétuel. Exactement, quantième perpétuel. Quelle voiture est associée au personnage de James Bond dans le film Goldfinger? Attends, tu peux répéter? Parce que moi, je t'ai dit, je suis hyper monotage. C'est quelle est la voiture qui est associée? La DB5. Exactement. Le padel se joue principalement où ça? Avec une balle de ping-pong et une raquette en bois, sur un court fermé avec des parois en verre, sur gazon uniquement et avec un filet plus haut que celui du tennis. Sur paroi uniquement, c'est ça? Ah ouais, sur paroi fermée sur un court fermé. Quel constructeur automobile a produit la mythique 911? Porsche. Exactement. En quelle année? Quand est-ce qu'elle est sortie, la première 911? Ouais. C'est Très bonne question. Attends. la même période que la DB5. Ouais, un tout petit peu plus tard. Ça doit être 60... Non. C'est 63? 64? c'est la même année. 63? Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Quel horloger célèbre a conçu la première montre bracelet connue? Montre Montre bracelet. Breguet? Exactement. Et c'était pour Caroline Murat, c'est la fameuse reine de Naples. Ok. Et qui est toujours au catalogue aujourd'hui et qui a été créée en 1810. Quel tournoi de tennis se joue sur terre battue et qui a lieu à Paris? Attention, Roland Garros. Bravo. Quel est le rôle des rubis dans un mouvement horloger? D'éviter les frottements. Exactement. Et quelle marque automobile a conçu la Miura, considérée comme la première Lamborghini. supercar? Exactement. J'ai une autre question pour toi. Ouais, dis-moi. Bonjour Louis, j'aimerais savoir comment tu arrives à rester zen en toute situation. Ça dépend. Raconte-nous. Ouais, ça dépend si on parle paddle ou pas. Ah oui, bon. En dehors du sport. En dehors du sport, écoute, c'est plus un zen affiché
d'images, mais bon, c'est pas pour autant que, tu vois, j'ai... T'as besoin d'extérioriser. Non, pas forcément, mais ouais, bah, déjà, le sport, ça me fait du bien Ok. pour extérioriser ça. Et écoute, non, mais je suis de nature plutôt calme, je pense. Mais Il paraît que ça n'a pas été toujours le cas. ouais, non. Mais maintenant, oui, un peu plus. Et voilà. Mais du coup, zen, ça dépend des situations. Donc voilà, je sais pas, j'arrive pas à répondre à ce genre de questions et ça me fait stresser justement de répondre à ça. Là, pour te dire, on est à 4 minutes 23. Tu vois, t'es encore bien. Ouais, Il y a un truc qui est assez fou quand j'ai fait les différentes recherches sur toi, ouais, c'est que t'as quand même une capacité à retomber sur tes pattes. ok. Et j'aimerais que tu nous racontes un moment, parce que là, on a entendu ta maman, Ouais. c'est elle qui te posait cette question-là. Et elle m'a raconté une histoire que j'aimerais que tu nous partages à tous. J'ai ma C'est- petite idée de ce qu'elle va... C'était l'Erasmus. Ouais, Et que tu avais choisi une destination, puis à la dernière minute, cette destination a ouais, j'ai changé. changé. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, j'avais choisi d'aller à Prague avec tous mes amis. Et en fait, j'ai changé. Je me suis dit, je vais aller en Autriche, je vais aller skier. Je vais passer, je pense, plus de temps à skier et à être au grand air dans les Alpes plutôt que d'être à Prague avec des amis qui aiment bien faire la fête. Je me suis dit que C'est le truc. c'était une bonne décision pour moi. Est-ce que ta maman t'a raconté de comment elle a réussi à faire en Ah sorte oui, que... exact. Ouais, c'est vrai. Elle a rattrapé la lettre du postier. Elle était déjà partie dans son camion et elle a couru après son camion, quelque chose comme ça, non? C'est un peu comme ça, c'est Ouais. qu'elle avait fait tout le dossier pour que Louis puisse aller à Prague. Et puis, elle fait le dossier, elle ferme, elle le met à la poste, le facteur arrive, récupère tout. Coup de téléphone du fils prodige. Maman, J'ai changé Mayday, d'avis. on change d'avis. Et là, elle a dû prendre sa voiture et aller dans la ville pour essayer de remettre la main sur le facteur Ouais, ok. pour lui choper le... Pas mal. Oui. Vous, quand même, tu vois, c'est assez fou. Ouais, belle perf. Ça, c'est une preuve d'engagement Et d'amour. et d'amour, c'est vrai. Si j'ai bien compris, la famille et les amis, c'est très important pour toi. Oui, beaucoup. Et tu fais beaucoup de choses, t'es proche de tes amis en tout cas, Ouais. et t'as vécu ou tu vas vivre beaucoup de choses avec eux. Et j'ai une question à ce sujet-là. Est-ce que tu te rappelles de notre première sortie en boîte de nuit? Où est-ce qu'on avait été et dans quel contexte on a fait ça? Qu'est-ce qu'on avait fait le lendemain et avec qui on était? Du coup, c'est Maxime. Maxime, ouais. Alors Un là, de je me tes meilleurs rappelle amis. pas du tout. J'en ai aucune idée. C'est peut-être J'ai entendu... une soirée Erasmus aussi, un truc comme ça. Non, c'était Dans le sud de la lycée France encore. Ok. Vous étiez retrouvés à la barrière. Ok. Et après, vous étiez partis en boîte à Paris. Ah oui, je m'en souviens très Vas-y. bien. J'avais fait le mur chez mes parents que je pouvais faire de temps en temps. On était partis en RER, effectivement, une soirée sous la tour Montparnasse d'une boîte qui s'appelait le Red Light. Si je me souviens bien. C'est ça ou pas? Ou pas du J'ai tout pas tous ces détails-là. Ah, je Après, il m'a sais dit, ça. demande-lui comment ça s'est passé le Ouais, lendemain. je sais pas si Il y elle a existe cours. encore cette boîte d'ailleurs. Bah ouais. Et le lendemain, on était allé en cours, c'est ça? Ben, je crois bien, ouais. J'étais pas loin. On a le droit de l'aide du. Tu vois, l'aide, elle est pas si efficace que ça. Mais je suis pas loin là, je crois. Mais ça, ça, le c'est- rose, il doit être. Ça va là. Et Oui, il y le a rose, pas il va de- ici, en fait. Il y a un autre truc qui doit être là. Oh. Et il y a aussi une thématique qui est très importante chez toi, Ouais. c'est que tu voyages beaucoup Oui. et que vous avez beaucoup voyagé en famille. Oui. Si je te montre ça, Ouais. C'est un petit moment ça. est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça représente pour toi le voyage, pourquoi c'est important? Bah, j'ai eu la chance avec mes parents de beaucoup voyager. Ouais. Bah, ça fait un peu partie on a grandi comme ça avec ma sœur à voyager, beaucoup voyager. Puis, bah, j'adore ça. Il y a des destinations qui t'ont marqué, Ouais, plein. comme quoi? Donc, bah, celle-là, c'était la photo que tu as montrée, c'était à Hawaï, c'était incroyable. Mais sinon, tant des expériences, tu vois, en famille que avec en solo. Ça commence à prendre forme, ouais, là. ça commence à prendre forme. Mais des destinations qui m'ont marqué, ouais, le Sri Lanka, j'ai adoré. Pourquoi?
parce que j'étais parti avec un ami qui s'appelle Elliot, et puis on était un peu livrés à nous-mêmes, on faisait du surf, on voyageait avec un scooter à 125 partout sur l'île, etc. C'était top, ouais, mais les voyages, je pourrais en parler pendant vas-y. longtemps. Est-ce que tu as des anecdotes? C'est quoi le pire truc qui t'est arrivé en voyage? Bah, c'est en Inde, c'est sûr. C'est que tu vas chercher avec la destination. Ouais, en Inde, c'était une expérience à part entière. Et même si j'avais justement beaucoup voyagé avec mes parents quand je suis arrivé en Inde, j'étais un peu plus âgé, mais c'est une expérience de. Ouais, j'ai une petite anecdote. Je me suis fait voler mes chaussures là-bas. J'étais dans une chambre et il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre et je me suis réveillé en pleine nuit et en fait il m'avait Choper tes godasses. chopé mes chaussures, ma paire de Nike. Et je me rappelle encore parce qu'en fait, je m'étais réveillé un peu en panique avec quelqu'un dans la chambre et j'ai tout de suite vérifié mon passeport, mon portefeuille, etc. J'avais tout. En fait, il avait juste pris Tes godasses. mes godasses. Une autre question pour toi. Coucou Loulou, je voulais savoir, selon toi, quelles étaient les valeurs humaines, les qualités des parents que tu utilisais le plus au quotidien ou qui t'inspiraient le plus dans ta vie de tous les jours? La valeur du travail, ça c'est sûr. Ok. Ça va où ça? Tu peux m'aider maintenant. Valeur du travail qu'on a de nos parents évidemment. Humilité, respect, voilà, et travail. Toujours. C'est parfait. Et parce que là, on approche de la fin quand même. Tu t'en sors bien? Je suis à combien de temps là? Écoute, à 12 minutes. Tu peux rentrer dans ton temps. Hein. J'ai un peu une sorte de dernière question pour toi, que je trouve très intéressante, qui t'a été posée par Sophia, mais qui est écrite, qui est justement si t'avais à dîner, si tu devais dîner avec une personne, ça serait qui? Et tu lui poserais une personne connue, tu veux dire? Oui, mais qu'importe. Ce serait Raphaël Nadal, Ok. c'est sûr. Et ce serait sur des notions, je pense encore une fois, de travail, d'effort. Si tu devais lui poser une question, ça serait laquelle? Ce serait une question de rapport entre le corps et l'esprit. Faut que tu continues à monter, hein, sinon tu veux. De rapport entre le corps et l'esprit. Et je sais pas. Quelle question je lui poserais en particulier, je sais pas. Je suis en train de casser ton horloge. Force un peu, mais pas trop. On a d'autres interviews à faire. Ouais, je crois. Du coup, Raphaël Nadal. Nadal. Tu risques d'avoir un problème parce que tu vois, si tu remontes l'horloge, tu peux pas avoir ton organe réglementaire. Effectivement. Il faut essayer de passer là. Je suis beaucoup trop sympa. Vraiment. Et là, tu le cales comment, ce truc? T'as un petit trou et il faut réussir à le caler dedans. Voilà. Si tu devais me faire une sélection de... Pète pas tout la brute qu'il est. Une sélection de 3 montres, mais que ça ne peut pas être Atelier Jalapert. Ouais. Fini de monter parce que sinon on va dépasser ton temps. On est à 15h36. Ah, dommage. Une sélection de 3 montres. Ouais. Écoute, il y en a une que j'ai toujours adorée. C'est la Royal Oak extra plate, cadran bleu. Ok. Ça, j'adore cette montre, elle est magnifique. On va quand même le mettre à 10h10. Non, on va laisser. Une autre, pour un beau chrono et une Rolex Daytona qui est quand même une montre. Même si je suis pas grand fan de Rolex, ça reste quand même un must-have que j'aimerais bien avoir un jour. Ok. Et si je dois en ajouter une troisième, ça va marcher? Non. Je sais pas, c'est une bonne question. Tac. Voilà. 15 minutes, c'est bon, hein? 16 minutes 30. Attends, après on a... faut vérifier si ça marche. Parfait. 16 minutes 43. J'étais pas loin sur le... Ouais. Ça se passe derrière, on verra pas. Mais bravo. Merci. Génial. Il y a un classement de...
On le garde pour nous. Ok. Mais on le mettra peut-être à l'écran. mieux. Louis, ça a été un plaisir. Bah, merci à toi. J'espère que vous avez pu profiter de ce moment, apprendre un peu plus à découvrir qui est justement Louis Jalabert, pardon, et Atelier Jalabert. C'est compliqué votre truc. On peut pas faire plus simple. Bob ou Michel. À bientôt sur l'Aiguille Libre. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et puis, passez une très bonne journée.